Il ne faut pas politiser le sport. Le sport est au cœur de la vie de la cité. Ce qu'il ne faut pas, c'est que le sport soit l'objet de récupération et de polémiques politiciennes inutiles. Vous savez que votre passion du sport, je la partage. Constitution d'un grand ministère sous ma responsabilité, réunissant les sports, la jeunesse et la vie associative. J'insiste sur le fait que cette diminution est largement faciale. Parce qu'il n'y a que le sport qui peut nous aider à répondre à des défis contemporains extraordinairement difficiles. Parole en jeu, le podcast du sport populaire. Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce deuxième épisode du tout nouveau podcast de la FSGT Paroles en jeu, et nous sommes en direct de la 90e édition de la Fête de l'Humanité. Ce podcast, c'est celui du sport populaire, un sport qui n'est pas seulement une activité physique, mais aussi un espace de réflexion, d'éducation populaire, et on en parlera avec Joachim Loriot et Clotilde Sauvage, un espace aussi de lutte et de transformation sociale. Et aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, on va explorer un thème d'actualité, parmi d'autres évidemment, le lien entre sport populaire et luttes écologistes. Car oui, le sport, ce n'est pas seulement une question de pratique ou de performance, c'est aussi une manière de penser nos modes de vie, nos usages des ressources, nos rapports à l'environnement, à l'éducation à l'environnement. Et face à l'urgence climatique, nous avons évidemment une responsabilité. Alors, comment penser le sport populaire comme un acteur de la transition écologique tout en étant également un acteur de la transformation sociale, et comment éviter le simple greenwashing et construire de véritables alternatives? Voilà ce dont nous allons parler ensemble. Alors, je vais présenter nos invités. D'abord, Clotilde Sauvage. Alors, je vais quand même préciser que Clotilde est une athlète puisqu'elle a pratiqué à haut niveau le tumbling, c'est de l'acrobatie sur praticable, voilà, et du wakeboard, qui est un assemblage de techniques du ski nautique et du surf, par exemple, mais aussi cofondatrice du média Vent debout, qui milite pour une transition écologique radicale et qui parle évidemment, qui est centrée sur le sport. Et Joachim Loriot, qui est militant et salarié de la FSGT, en charge de l'espace fédéral transversal éducation à l'écologie, et qui est un des maîtres, une des fourmis ouvrières du rassemblement, par exemple, de Fressinière qu'organise la FSGT dans les Alpes tous les ans. Alors, avant de donner la parole à Clotilde et à Joachim, je voulais faire et rendre un petit hommage à Gilles Rotillon. Comment ne pas le faire aujourd'hui à la Fête de l'Humanité? Gilles nous a quittés le 11 juillet dernier à l'âge de 78 ans. Et Gilles était un militant de l'escalade, un militant aussi anticapitaliste. Et il faut savoir que la première tour d'escalade en France, c'était en 1955, ici, à la Fête de l'Humanité, avec la FSGT. Et Gilles, c'est grâce à lui qu'à partir de 1980, il y a les premières tours d'escalade en France. Et ce qu'il faut vraiment noter, c'est que en Angleterre, où sont apparues les premières tours d'escalade, c'était dans des espaces privés. Et en France, grâce à la FSGT et grâce à l'action de Gilles, eh bien, ces tours d'escalade étaient accessibles au plus grand nombre. Et l'idée, c'était de faire venir les montagnes dans les villes. Mais on aura l'occasion peut-être de reparler de lui au cours de ce premier épisode. Alors, Clotilde et Joachim, peut-être un petit mot d'introduction. Voilà, comment on pense le rapport entre le sport et l'écologie, de manière très large pour commencer. Allez, je commence. Oula, ma voix. Ah oui. On sent que ça fait 2 jours qu'on est sur la Fête de l'Huma et qu'on dort au camping. Mais je vais réchauffer ma voix au fur et à mesure de ce podcast. Déjà, merci beaucoup. Merci pour cette introduction. Merci pour ce petit mot vis-à-vis de Gilles. Le sport et l'écologie, tout simplement, en fait, l'écologie, aujourd'hui, il faut le penser à l'échelle systémique. Et le sport est une industrie. Il y a une industrie, on organise énormément d'événements, mais pas que. Et donc,
penser le sport par le prisme de l'écologie, c'est en fait s'interroger sur le modèle économique du sport, son modèle de croissance, la transformation des usages, de nos habitudes, de la manière dont on pense le sport, mais également les liens que l'industrie du sport entretient avec le capitalisme. Et en tout cas, nous, c'est vraiment quelque chose qu'on envisage avec Vent debout, c'est qu'on ne pense pas l'écologie comme le fait de faire des éco-gestes. Au contraire, on a plutôt tendance même à essayer de s'en éloigner parce qu'on s'inscrit un petit peu dans la tendance qui dit que les éco-gestes, à un moment, nous font perdre du temps parce qu'on se concentre beaucoup là-dessus. On se concentre beaucoup sur l'échelle individuelle de manger bio, manger végé. Mais en fait, on ne s'intéresse pas aux vrais problèmes et en fait aux vrais changements qu'il faudrait inculquer dans l'industrie et la manière dont on pense notre modèle économique. Et donc voilà, donc pour moi, penser l'écologie à travers le sport, c'est vraiment l'envisager comme revoir complètement la manière dont on envisage, organise et également la manière dont le sport, ce que ça véhicule finalement comme imaginaire, comme valeur. On a tendance, nous, chez Vent debout, à souvent dire que finalement le sport, par sa devise olympique d'ailleurs, plus vite, plus haut, plus fort, se rapproche beaucoup plus du modèle capitaliste, de croissance à tout prix, de volonté de s'affranchir de certaines limites, alors qu'au contraire, l'écologie, c'est s'intéresser aux limites planétaires, se rendre compte qu'en fait, on ne peut pas continuer de grossir sans se poser la question des ressources planétaires disponibles. Et donc voilà, donc c'est s'interroger sur, et je m'arrêterai là, ce que le sport pourrait véhiculer comme différentes valeurs qui ne sont plus celles que l'olympisme prône depuis un certain moment. Alors Joachim, est-ce que la FSGT véhicule d'autres valeurs, justement ? Merci déjà de me recevoir. Et oui, je pense. Je me permets, si ça vous va, de revenir aussi un peu sur Gilles, parce que moi, j'ai travaillé avec lui ces 2 dernières années. Et j'ai besoin, et je pense qu'il y a un intérêt aussi à parler de ce qu'il faisait même avant son décès, parce qu'on parle souvent pour des militants comme ça, assez âgés, de ce qu'ils ont fait au cours de leur vie il y a 20, 30, 40 ans. Et moi, je tiens à dire que c'était quand même aussi un universitaire extrêmement prolifique en termes de texte, en termes de réflexion, et un vrai allié dans les discussions qu'on avait dans des grands groupes ou à des moments qui étaient un peu plus difficiles, où c'était un peu plus difficile d'aborder la question, notamment écologique, qui n'est pas nécessairement extrêmement prise en main ou penser de la même manière que moi ou que les militants dans des moments assez particuliers. Et donc lui était là et lui avait une certaine parole extrêmement judicieuse, moi à mon avis, et très universitaire, et en même temps qui avait des chiffres, qui avait une vraie réflexion profonde sur les enjeux écologiques en lien avec le sport. Et donc ça a été, je mettrais vraiment ce mot d'allié auprès des luttes écologistes et auprès du mouvement sportif populaire pour moi, comme pour, je pense, beaucoup de monde qui travaille avec moi. Et donc, je pense à lui. Merci Joachim. Alors Clotilde, tout à l'heure, tu faisais référence aux éco-gestes et tu as dit dans une interview à Écolosport récemment que pour toi, penser l'écologie sans lutte contre le capitalisme, finalement, c'était comme faire du jardinage. Ouais, tout à fait. Et vraiment, je reviens là-dessus. Aujourd'hui, je pense pas qu'on puisse parler d'écologie. On a la fête de l'humanité, c'est pas pour rien, sans penser l'écologie politique finalement. De vraiment envisager ce sujet comme une redéfinition globale de notre manière de penser la société, de s'organiser. C'est des choix politiques finalement, de décider ou non d'investir pour la transition écologique et que cette dernière puisse vraiment progresser et évoluer, ou au contraire de continuer ce qu'on fait un petit peu jusqu'à maintenant, à savoir de verdiser un petit peu toutes nos activités en changeant des choses à la marge. Et aujourd'hui, en tout cas moi, ce que je constate, c'est qu'on fait beaucoup ça dans le sport, mais dans plein d'autres industries finalement. C'est pas du tout pour blâmer l'industrie sportive ou le mouvement sportif, mais on sent que on arrive à un plafond de verre. Et d'ailleurs, dans la société, on parle de backlash écologique actuellement, parce que, comme toujours, dès qu'il y a des pressions économiques, on fait passer d'autres sujets, et c'est bien normal. Et ça montre aussi qu'en fait, on ne pourra jamais faire avancer le sujet écologique si on ne s'intéresse pas à la manière dont les personnes peuvent finir leur fin de mois, finalement, en fait, aux questions sociales, aux questions des inégalités. Et voilà, en tout cas, nous, chez Vent debout, on revendique vraiment ça, le fait de ne pas faire de l'écologie un sujet qui soit
vu comme quelque chose un petit peu en hauteur, porté par une classe bourgeoise finalement qui a les moyens de le faire. Au contraire, on souhaite vraiment que l'écologie soit populaire. Et ça, c'est un projet politique. Donc voilà. D'ailleurs, Gilles Rotillon a signé un ouvrage qui s'appelle « Le climat et la fin du mois », donc qui corrobore ce que tu viens de dire. Joachim, le rassemblement de la FSGT à Fressinière, est-ce que c'est du greenwashing ou est-ce qu'il y a une sorte d'innovation sociale sur le rapport à l'écologie ? Alors, oui, moi je pense que c'est de l'écologie, mais en effet pas essentiellement parce qu'il y a du tri et de la réflexion sur les petits gestes individuels et même collectifs en termes de gestes entre guillemets individuels, c'est-à-dire de ce qu'on lie au tri, ce qu'on lie au gaspillage alimentaire, etc. Mais parce qu'il y a une vraie réflexion collective politique sur comment s'organiser sur place, sur comment on paye la nourriture, par exemple c'est du prix libre, comment on s'organise sur place pour prendre des décisions, comment on fait par exemple des AG pour discuter de ce qu'on va faire pendant la journée, pendant la semaine, comment on s'organiser collectivement pour que ça se passe au mieux. Et donc à mon avis, de ce point de vue-là, en effet c'est de l'écologie un peu réfléchie, de l'écologie populaire, même si dans le milieu de l'escalade, on s'adresse quand même à une certaine classe sociale qui est majoritairement blanche, majoritairement quand même assez, entre guillemets, bien lotie. On n'est pas sur de la bourgeoisie, mais quand même, il y a un capital culturel très important chez nombreux et nombreuses pratiquantes de l'escalade FSGT. Et moi, je trouve que ces personnes-là se servent de leurs privilèges aussi pour promouvoir quelque chose de différent. Ils ne s'en servent pas juste pour faire du greenwashing, pour dire, nous, regardez, on fait mieux que les autres. Non, ils s'investissent dans des luttes même locales, à Briançon, et ils font en sorte de transférer leurs idéaux politiques dans les milieux où ils pratiquent l'escalade et leurs activités physiques plus généralement. Et donc, notamment à Briançon, qui est donc la frontière franco-italienne, il y a de l'action entre guillemets directe, il y a de la maraude qui est faite avec les militants locaux, et il y a un vrai lien qui est fait avec l'un des gros organismes sur place qui s'appelle le Refuge Solidaire, et donc où il y a des repas qui sont préparés avec du coup les pratiquants de l'escalade, en majorité quand même parisiennes, donc qui descendent à Fressinière, donc à cette frontière, et qui viennent aider les militantes locales pour, sur diverses actions, notamment les maraudes, notamment le refuge, mais aussi pour faire du tractage, etc. Et donc moi, de ce point de vue, en effet, je trouve que ça lie fortement les questions écologiques, parce que la question des frontières, la question de la réduction des espaces de pratique est extrêmement pertinente pour cette activité-là, les activités de montagne. Et donc là, moi, j'identifie vraiment un lien entre ce que font ces personnes dans leur pratique et ce qu'elles portent idéologiquement sur place et dans leur collectif. Alors, on va faire un petit pas sur la ligne de départ. On entend souvent que le sport est à la fois victime et acteur du dérèglement climatique. Victime parce que les canicules, les inondations, les sécheresses bouleversent l'organisation de la pratique, mais aussi acteur parce que les grandes infrastructures, les déplacements massifs, évidemment, pèsent lourdement l'empreinte carbone sur l'environnement. Mathilde. Clotilde, à l'Assemblée générale de la FSGT en 2024, tu disais que tu pratiquais le wakeboard et qu'à un moment donné, tu t'es rendu compte que ta pratique, elle était plus compatible avec ta manière de voir le rapport à l'environnement. Alors, est-ce que finalement, il faut complètement bousculer notre manière de pratiquer? Est-ce qu'il faut arrêter certaines activités? Comment tu vois les choses? Très bonne question. Alors peut-être remettre un petit peu de contexte. En effet, moi je pratiquais le wakeboard depuis 3 ans. En tout cas, j'essayais vraiment d'être dans une approche d'entraînement pour la compétition, pour les France et éventuellement plus si j'en avais l'occasion par rapport à ma saison et aux résultats de ma saison. Et j'avais conscience en fait que ma pratique sportive n'était pas du tout une pratique sobre qui correspondait en fait à ma vision aussi d'une société écologique. Mais je m'en accommodais. En tout cas, j'avais encore du mal à renoncer à ça. Et pourtant, je travaillais quotidiennement sur les sujets écologiques professionnellement. Et en tout cas, il y a eu un moment qui a été un déclic pour moi, et c'est quand même un moment important, c'est le début de la guerre en Ukraine, avec l'invasion de la Russie, où, à cette époque-là, d'un seul coup, on a commencé à faire la queue au niveau des stations essence. Les gens, le lendemain, ne savaient pas s'ils pourraient en fait, aller avoir de l'essence et pouvoir aller bosser. Et moi, je me suis dit, tiens, vraiment, à ce moment-là, en fait, le sport reste parfois un jeu, parfois reste un loisir. Une pratique sportive telle que le wakeboard reste un privilège économique que tout le monde ne peut vraiment pas s'offrir.
Et là, je me suis dit, en fait, ce privilège, je suis plus OK dans le contexte global dans lequel on vit parce que, en fait, il est délétère. Moi, évidemment, qui me procure énormément de plaisir, mais quel est l'impact de ma pratique sur la société? Et en fait, là, j'étais plus en accord. Et donc moi, ça a vraiment été un aliment déclencheur. Ça n'avait pas été le seul, mais ça en a été un. Et donc, concernant différentes disciplines, je pense que malheureusement, toute discipline sportive n'est pas égale face à son impact écologique. Et on pourrait dire, oui, mais le wakeboard est une petite fédération. Et en fait, l'idée, pour moi, n'est pas du tout de canaliser sur cette pratique-ci. Parce que c'est vrai que si on fait l'impact... Il y a des données qui nous manquent dans le sport aujourd'hui. Aujourd'hui, l'impact carbone de différentes disciplines, finalement, on ne l'a pas. On a celui du foot et du rugby désormais grâce au Shift Project, mais globalement, la plupart, on n'a pas ces chiffres-là aujourd'hui. Donc, l'idée n'est pas de stigmatiser un sport plus qu'un autre. Néanmoins, force est de constater que certains sports sont quand même plus délétères que d'autres parce qu'ils sont motorisés et que du coup, ils utilisent des ressources fossiles en grande quantité. Pour d'autres, ça va être la ressource en eau. Parce que l'idée n'est pas non plus de se concentrer sur le pétrole. Je pense que la question de l'eau, elle va être cruciale dans les prochaines années. Et nous, on travaille sur un épisode de podcast sur ce sujet-là, la vulnérabilité du sport face à la ressource en eau. Aujourd'hui, on parle de guerre de l'eau. C'est pas pour rien, il y a les soulèvements de la terre qui sont pas loin. On se rappelle tous Sainte-Soline. L'eau va être un enjeu crucial dans les prochaines années. Ça l'est déjà dans certaines régions. Qui va décider en fait de qui a des passe-droits vis-à-vis de la ressource en eau, en fait, à quoi l'eau doit servir à l'agriculture ou à nos pratiques sportives. Donc, de fait, ces questions vont se poser. Et je pense que voilà, il est urgent de se dire, oui, moi, en tout cas, je crois que malheureusement, il y a certaines disciplines sportives qui doivent ou qui vont être amenées à disparaître, et certaines plus rapidement que d'autres. C'est pas pour être négatif, mais il faut se rendre compte du contexte dans lequel on est aujourd'hui. Mais je pense qu'on a une grande chance aussi, une grande créativité pour créer de nouvelles choses et peut-être se dire, et si il y a une interview qui va sortir très prochainement donc, de Diego Landivar, vous pouvez la retrouver sur notre site, qui lui envisage des pratiques sportives à partir de la géomorphologie d'un territoire. Et si plutôt que d'avoir une offre pléthore de disciplines sportives par ville, en fait on pensait des pratiques sportives qui se pensent à partir d'un territoire, à partir de sa morphologie, à partir des ressources naturelles en présence. Et là, je pense qu'on a énormément de choses à inventer et des choses incroyables aussi qui pourront nous rassembler et nous faire tout autant vibrer. Ce sont les déclics dont tu parles qui ont poussé les militants de l'escalade, par exemple, à aller à la rencontre des migrants en montagne en se disant que la montagne, ce n'est pas seulement un espace de loisirs, c'est aussi un espace où il y a des drames humains qui se jouent. Joachim, comment tu réagis aux propos de Clotilde? La FSGT, c'est une fédération multisport avec une diversité d'activités, d'acteurs, de territoires aussi. Oui, et de ce fait, c'est aussi une fédération qui rassemble énormément de personnes qui sont de milieux sociaux très différents et donc qui ont une acculturation des sujets politiques très différentes, et notamment du sujet écologique qui, je pense, n'est pas nécessairement facile à s'approprier. Et aujourd'hui, dans le milieu de l'escalade, en effet, il y a un vrai travail, il y a une vraie réflexion sur ces questions. Ce n'est pas nécessairement le cas dans tous les sports et dans toutes les activités. Et moi, ce que j'ai remarqué ces 2 dernières années dans le contexte sportif, celui que je m'approprie plus depuis 2 ans et demi, c'est qu'il y a une déconstruction du discours dominant, donc dont parlait Clotilde avant, sur les gestes individuels, sur ce que peut en fait promouvoir le gouvernement ou les gouvernements successifs. Bayrou, Le Cornu, Barnier, il ne s'arrête plus. Mais donc il y a vraiment un travail à faire qui est assez pharaonique. Enfin, moi, je trouve qu'il est vraiment difficile parce qu'on n'a pas que des personnes curieuses qui viennent discuter de ces questions en partant entre guillemets de zéro. Il y a une appropriation je vais dire de la population, c'est trop large et c'est pas le bon terme, mais d'un grand nombre de personnes, des discours dominants, et donc qui perçoivent l'écologie comme déjà quelque chose qui pour eux est ancré comme quelque chose de je dois faire ma part, je dois essayer de, comme je peux, selon mes moyens, faire mon petit geste. On parle souvent des petits gestes et moi je trouve ça pertinent, et après j'aimerais bien trouver une autre manière d'aborder ces questions, mais voilà, de déconstruire ce discours pour en fait repenser l'écologie comme quelque chose de beaucoup plus structurel, et donc pour pouvoir créer du collectif et pouvoir repenser en fait notre mode de vie. Et donc bien sûr le point final, c'est abattre le capitalisme, mais bon, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Et donc c'est repenser nos lieux de pratique, repenser nos espaces de pratique, comment on évolue dessus, quel impact on a, et en même temps sans vouloir toujours être dans la culpabilité, enfin même
si possible jamais, parce que c'est pas très formateur et ça permet pas d'avancer vraiment, de culpabiliser les personnes. Donc c'est réfléchir collectivement à, en tout cas déjà au niveau de la FSGT, quel est notre impact, d'accord, et comment on peut transformer nos pratiques vers quelque chose de meilleur. Et pour moi, ça passe par de la réflexion politique d'abord, avant de penser à comment je peux réduire mon impact carbone. C'est d'abord, en fait, dans quelle structure je me pose, en tant où est-ce que je me situe socialement, dans l'espace, dans la société, etc., pour pouvoir après déconstruire ce discours dominant et les questions écologiques d'ordre général, et pouvoir se les réapproprier et les penser collectivement pour changer les structures et pas changer nos petits modes, entre guillemets, de consommation. Clotilde, tu voulais réagir? Ouais, tout à fait. En fait, c'est un peu pour donner un exemple, pour rebondir avec ce que tu viens de dire. Nous, on a travaillé avec une chercheuse qui s'appelle Garance Bazin et qui a fait une carte blanche dans Vent debout pour parler en fait de ce problème des éco-gestes en fait, en quelque sorte. Et on s'inscrit dans le cadre de Paris 2024. Et en fait, ce que cette chercheuse dénonce, c'est la communication qui a été faite autour des Jeux de Paris 2024, qui globalement disait ramenez votre gourde. Ramenez votre gourde. Et en fait, ça, c'était partout, dans tout Paris. Et donc, elle, dans son travail, consiste justement à montrer qu'en fait, c'est une stratégie qui date des années 70, qui n'est pas née en France, hein, qui est née aux États-Unis avec une toute première campagne et qui a été sponsorisée en fait par Coca-Cola, où en fait, on voyait un natif américain, indien, pardon, qui était sur un rivière qui coulait, et puis en fait un automobiliste à côté passe, jette sa canette, et là on le voit, ce natif, avoir une larme qui coule, et en gros on dit vous êtes responsable des déchets, ça peut changer. Enfin, ça ne tient qu'à vous qu'à changer, c'est pas le bon terme, mais en gros c'est ce que la publicité disait. Et en fait on a reproduit la même chose sur les jeux, c'est-à-dire qu'en fait on fait reposer la responsabilité sur les individus, ramenez votre gourde, sinon le problème c'est vous, alors qu'en fait on a Coca-Cola qui est partenaire officiel des Jeux Olympiques depuis X années, et bien d'autres sponsors qui ne sont pas mieux qu'eux. Coca-Cola reste un peu la fenêtre à chaque fois qu'on sort comme l'élément un peu marquant, mais il y en a d'autres. Et en fait, c'est ça le problème, c'est repenser un événement sportif de manière écologique, c'est avant tout s'intéresser au partenariat et non pas aux gourdes que chacun et chacune on va ramener sur l'événement. Même si c'est quand même mieux si on le fait. Merci beaucoup Clotilde. Jingle. FSGT. La FSGT. FSGT. À la FSGT. Avec la FSGT. À la FSGT. À la FSGT. On va écouter un édito sonore de Guillaume Cointy qui fait un travail extraordinaire au comité FSGT de Savoie. Donc on écoute Guillaume. Guillaume du comité de Savoie FSGT, coordinateur sportif en poste agent de développement depuis maintenant 6 ans. Les valeurs du comité sur la thématique écologique, elles sont présentes déjà de 1 parce que c'est dans notre ADN savoyard d'être un département montagnard, donc orienté sur la nature. Donc c'est le respect de l'environnement, le respect du vivant, le respect de la faune et de la flore. Donc du coup, c'est des thématiques qui sont inscrites dans notre projet de développement sportif et dans des actions sur la commission sport de nature. Donc du coup, c'est vrai qu'on a des actions qui découlent de cette thématique écologique sur le terrain. Le 19 juin, on a eu un nettoyage de rivière avec l'école de la Seconde Chance. Et à la fin du mois, on aura une sortie à l'écoute du Brame du Cerf pour sensibiliser le grand public à la faune et notamment au respect de cet animal. Tout au long de l'année 2025, on a réfléchi sur cette thématique écologique, notamment lorsque l'on a reçu l'espace fédéral thématique à Chambéry le 2 juin. Du coup, tous les clubs FSGT, tous les départements FSGT, ainsi que les commissions fédérales étaient invités à venir débattre autour des actions politiques et écologiques de la fédération. Donc moi, la question que je voudrais vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que c'est le rôle des comités ou des clubs de porter cette thématique à bras-le-corps, ou est-ce qu'on devrait travailler différemment ? Est-ce que les clubs ont un rôle dans l'éducation à l'écologie? Je l'entends comme ça. On pourrait aussi parler de l'EPS.
comment aujourd'hui l'éducation à l'environnement est enseignée dès le plus jeune âge à l'école. Clotilde, je te laisse réagir. J'allais dire que c'était plus une question pour Joachim. Clotilde, peut-être sur l'EPS, et puis Joachim, tu répondras sur la partie club. Non, mais même sur les clubs, à vrai dire, en tout cas les deux, moi j'en suis convaincue, évidemment. On dit souvent qu'on arrive à protéger ce qu'on voit, notre environnement, ce qu'on côtoie. Et donc, de fait, ça passe aussi par un travail avec les enfants, avec les jeunes, dans la pratique sportive et donc dans les clubs, en fait, finalement, d'arriver à sensibiliser, d'arriver à toucher. Et donc là, on voit bien que voilà, il faut envisager le sport non plus simplement comme une pratique sportive qui serait tournée vers la performance. Évidemment, il faut en fait vraiment voir le sport comme un outil au service d'autre chose. Mais ça, vous le faites très bien ici, justement, à la FSGT. Et moi, je suis convaincue que, en fait, par nos pratiques sportives, dans nos clubs, on peut, mais c'est ce que disait cette personne dans ce qu'on vient d'écouter, travailler sur une sensibilisation, sur un rapport à son territoire, à l'environnement, à ce qui nous entoure, à la faune, à la flore, à la terre aussi, en fonction de la discipline sportive et de l'endroit où on se situe, mais également d'envisager son sport autrement que comme quelque chose qu'on viendrait consommer, pardon. Et d'être vraiment dans une logique de qu'est-ce qu'on vient chercher quand on vient pratiquer. Tu parlais tout à l'heure, Joachim, de la question de la culpabilité. Comment on fait en sorte que dans l'écologie, tout ce qu'on prône ne soit pas des renoncements et ne soit pas de la culpabilité. Moi, je crois profondément que là, il y a quelque chose à faire dans le sport. Parce que le sport, avant tout, c'est pas de la culpabilité. Au contraire, c'est de la joie, c'est des moments ensemble, c'est des moments de communion. Et donc moi, je vois vraiment en fait, un champ des possibles sur la question sportive pour en fait parler d'écologie, même sans en parler, on va dire intellectuellement, en fait, d'être dans le faire, et que ça puisse se faire justement dans la joie, dans le fait de véhiculer d'autres aspects. Dans Vent debout, je terminerai avec ça. On essaie vraiment en fait d'aller chercher des penseurs qui réfléchissent à des concepts écologiques et de leur faire appliquer leurs concepts sur le champ sportif. Et ça, on le fait sur la newsletter. On l'a fait avec des personnes telles que Olivier Hamant, qui est un auteur qui parle de robustesse et qui, justement, préfère parler de robustesse plutôt que de performance. Et en fait, je trouve ça intéressant de s'intéresser à, voilà, eux pensent ces choses-là, mais derrière, concrètement, comment ça peut s'impliquer à l'échelle d'un club. On veut le faire aussi, on espère pouvoir faire ce même exercice sur la notion de coopération, compétition. Et donc voilà, passer d'un chemin à l'autre. Et ça se fait vraiment dans les méthodologies qu'on peut promouvoir dans certains clubs. Donc, La compétition étant une voie à explorer. Joachim ? Oui, moi j'aimerais bien qu'on revienne aussi sur le fait que dans le mouvement sportif et le monde sportif aujourd'hui tel qu'il s'organise en France, j'ai l'impression que la FSGT fait un peu figure aussi d'exception dans un certain nombre de réflexions politiques concernant le sport, mais en fait concernant aussi des réflexions beaucoup plus globales, sociétales. Et aujourd'hui, le rôle des associations, dont celle de Guillaume, il est mis en avant par tout un tas de schémas institutionnels, mais de fait, c'est quand même, encore une fois, l'État qui demande à des associations de faire, entre guillemets, son travail, c'est-à-dire réfléchir les questions écologiques, réfléchir les transformations de notre société pour qu'elles soient, entre guillemets, plus viables. Pour l'État, c'est plutôt dans une logique de garder les institutions capitalistes telles qu'elles sont et pouvoir naviguer dedans en faisant de fait du greenwashing ou en réduisant les émissions, mais toujours dans une recherche de croissance et donc de garder un peu les mêmes objectifs. Donc la bascule, elle n'est pas encore là, quoi. Elle n'est pas faite. Et nous, en tout cas à la FSGT, on essaye d'avoir cette réflexion qui, je pense, dans un espèce d'apolitisme un peu revendiqué dans le monde sportif et qui s'est construit pendant des décennies, en fait, qui est très difficile à faire basculer vers une radicalité, du coup, plutôt de gauche, avec des valeurs plus, entre guillemets, humanisme, contre le sport marchand, contre une performance à tout prix, etc. On essaye, en effet, comme l'a dit Guillaume, avec qui je travaille beaucoup, de réfléchir à les questions autrement, de déconstruire le discours dominant auprès des licenciés avant d'aborder juste les questions de on veut nettoyer la rivière, on veut faire des courses, on enlève les déchets. Ok, mais pourquoi on le fait? Est-ce que ça a vraiment une utilité? Parce que c'est ça qu'on va nous dire à chaque fois. Sinon, on revient très vite sur l'éco-geste, quoi. Si on le fait juste pour se dire on a fait notre action, on est la FSGT, notre fédération, on va dans le bon sens, et voilà, non, si en fait on suit exactement ce que nous demande de faire le gouvernement, ça suffit pas. Et du coup, on essaye d'avoir ce double discours de on fait des petites choses, on sait que
sur la réflexion globale, c'est pas suffisant, c'est pas exactement ce qu'il faut faire, mais c'est un premier pas, notamment dans la formation de politique de jeunes licenciés, et même de licenciés plus âgés d'ailleurs, hein, ça concerne tout le monde, pas que les jeunes générations. Et je pense qu'il y a vraiment un travail qui est entrepris, et après au niveau des clubs, au-delà de la FSGT, en effet, j'aimerais que le mouvement sportif arrive à prendre en main cette question de manière plus large, que ça ne soit pas, entre guillemets, que des questions de développement durable, mot que j'exècre de tout mon corps et de tout mon être, parce que en fait, ça n'existe pas. La croissance à tout prix, ça n'existe pas. Le monde est fini, bref, enfin le monde est fini dans le sens où on ne peut pas rester dans une croissance jusqu'au bout, parce que on n'a qu'une Terre. Donc, il y a une réflexion, en effet, à avoir dans les institutions un peu plus hautes en termes de pouvoir, de prise de décision que celle de la FSGT. Je pense qu'à travers notre coprésidence et à travers tout le travail qui est effectué, on essaye de porter ce message. Et ça, moi, c'est pour ça aussi que je suis à la FSGT. C'est que je pense que, au-delà de mon intérêt pour le sport, je pense qu'il y a un intérêt politique très, très sain, et qui est réfléchi et qui est discuté. Et du coup, oui, il y a ce travail un peu de résistance au sein, je trouve, j'emploierais presque ce mot qui est un peu fort, hein, ça nous ramène à 50 ans en arrière, mais il y a vraiment ce travail à faire et qui me semble très important, de toujours être dans la contre-attaque et toujours réfléchir à ce qui nous est mis en bouche par les différentes institutions, par les différentes pubs qui nous mettent dans les mains, et les réfléchir et les retravailler et les contre-attaquer, ouais. Alors, le philosophe Jean-Louis Sagot du Vauroux sur l'émancipation disait que ce n'était pas la révolution du grand soir qu'il fallait construire, mais bien les pratiques sociales au quotidien qui doivent vivre, parce que ce sont ces pratiques collectives qui finalement vont contribuer réellement à transformer la société. Tu as évoqué, Clotilde, la compétition, donc je propose qu'on revienne sur cet événement qui a marqué évidemment la France et puis même le monde en 2024, les Jeux olympiques et paralympiques à Paris. On a beaucoup entendu que ces Jeux seraient les premiers Jeux olympiques durables, avec une empreinte carbone réduite, des infrastructures réutilisables, un héritage écologique. Clotilde, un an après, est-ce qu'on peut donner raison aux organisateurs de Paris 2024? Et je rappelle que nous sommes en direct à la 90e édition de la Fête de l'Humanité et qu'il pleut à la Fête de l'Humanité. Oui. Donner raison au jeu. Elle est difficile cette question pour le coup. Non, moi ce que je voudrais dire, c'est quand même, il y a eu une volonté réelle. Il y a eu une volonté réelle et ça, on ne peut pas le nier. Les Jeux de Paris 2024 resteront quand même des Jeux qui ont fait un réel effort. Il y a une vraie différence par rapport aux éditions précédentes. Et ça, vraiment, que ce soit sur la question des infrastructures, que ce soit sur les déplacements, il y a eu des réflexions un petit peu globales pour réduire l'empreinte écologique des Jeux. Et donc, ne pas le dire, ce serait quand même nier une certaine réalité concrète par rapport aux efforts qui ont été faits sur le sujet. Néanmoins, et c'est là où je ne dis pas mais, donc j'efface pas du tout ce que je viens de dire avant, mais en tout cas je nuance, c'est qu'on était en 2024. On était en 2024, quand on pense les Jeux, les prochains, il faudra que les efforts soient encore plus grands, plus forts. Et en fait, c'est là où, malheureusement, en revanche, quand on parle d'héritage, je ne suis pas sûre que Paris 2024 restera des Jeux qui, en fait, marqueront un tournant. Je ne suis pas sûre que les prochains Jeux s'inscriront dans la même continuité. Et même nous, en France, aujourd'hui, tel qu'on envisage les Jeux de 2030 dans les Alpes, on est loin, voire très très loin, du même portage politique et de la même volonté d'inscrire des Jeux dans une sorte de sobriété continue. Voilà, enfin, je ne suis pas sûre que, en tout cas, à ce jour, ce qui est prévu pour 2030 n'est pas du tout sur la continuité de 2024. Et donc ça, c'est le premier point. Donc globalement, il y a quand même de la nuance. Et il y en a encore plus sur le fait que c'est une chose, en fait, de vouloir réduire l'impact global de ces Jeux. Mais en fait, il y a un moment, il est quand même urgent de s'interroger sur la pertinence même de continuer des événements d'une telle ampleur. Que ce soit les Jeux Olympiques comme d'autres grands événements sportifs. Parce que fondamentalement, on parlait des ressources planétaires. Des Jeux d'une telle ampleur, aujourd'hui, ne rentrent pas forcément, voire pas du tout, en fait, dans les projections pour respecter les accords de Paris, tels qu'on les a pensés pendant la COP21. Et donc,
continuer de vouloir avoir des jeux comme ceux qui se sont tenus, c'est aussi accepter collectivement qu'il y ait des personnes qui ont enfin des privilèges et des passe-droits écologiques quand d'autres doivent faire des efforts. Est-ce qu'on a envie de rentrer dans cette société-là ? Je ne sais pas. En tout cas, la question se pose, le débat se pose. Et je pense que, à nouveau, en fait, il y a toute une marge de manœuvre entre le fait de dire il en faut plus ou il faut continuer. Je pense qu'on peut en faire moins. Je pense qu'on peut faire plus petit. Il y a tout un tas d'actions aujourd'hui qui peuvent encore nous permettre d'aller beaucoup plus loin que ce qui a été fait en 2024. Et ça, pour le coup, il faut qu'il y ait vraiment des discussions. Et avec les organes, on en parlait en fait, de pouvoir dans le sport. Parce que c'est là où, en fait, oui, évidemment que les clubs ont à jouer, évidemment que les ligues, les fédérations, etc. Mais il y a un moment où sont les sphères de pouvoir dans le monde sportif. Et quand il est question de parler des GSI, des grands événements, malheureusement, c'est quand même eux qui ont la main. Tu parlais de résistance. Et moi, je pense qu'on a besoin, en fait, vraiment de nouer de vraiment être dans la résistance, en fait, de montrer des alternatives et de dire que là, ce mouvement, cette vision du sport telle qu'on nous l'impose, elle ne nous va plus parce qu'elle nous conduit dans le mur. Et à ce jour, le mouvement sportif, en tout cas qui alternatif, à mon sens, n'est pas encore suffisamment bruyant ni assez nombreux pour faire le bruit suffisant pour qu'on prenne vraiment les bonnes dispositions. Tu as évoqué les accords de Paris. On rappelle que l'objectif est de ne pas dépasser 1,5 degré sur le réchauffement climatique et que les derniers rapports du GIEC montrent que malheureusement, ce sera atteint dès 2030. Donc, en effet, c'est très alarmant. Joachim, sans te donner la responsabilité du point de vue, positionnement de la FSGT par rapport à Paris 2024, d'autant plus qu'elle a contribué aussi à l'animation des clubs France à Paris et notamment en Seine-Saint-Denis. Alors plutôt Joachim, toi, ton regard sur Paris 2024, est-ce qu'on a franchi un cap ou est-ce que finalement ça n'a pas servi à grand-chose, les efforts faits par le COJO ? Oui, je tiens à revenir sur ce que tu dis. En effet, la FSGT a participé et moi je pense que c'est important de participer parce que si on s'exclut de tous les espaces, même si on n'est pas nécessairement ou même pas du tout d'accord avec eux, alors ça ne veut pas dire aller sur CNews, mais c'est quand même d'aller dans des espaces qu'on considère pas comme complètement alliés, pas complètement acquis à notre cause ou avec lesquels on est tout à fait d'accord. Je trouve que c'est extrêmement important si justement on veut faire changer un peu les réflexions plus globales. Moi je pense que les personnes aujourd'hui sont extrêmement intéressées par les questions écologiques. Je pense que ça passe partout, enfin, sur n'importe quel média, tout le monde commence à avoir une réflexion, à se dire mais il y a des choses à faire, des choses à changer, ou en tout cas il y a un problème actuel. Je pense que ça s'est pensé, réfléchi par tout le monde et que c'est pas qu'un privilège de le réfléchir et que c'est important de le faire. Donc importance pour la FSGT pour moi d'être sur ces lieux. Après les Jeux 2024, pour moi, en fait on peut pas extraire du cadre social et du contexte des 2024 et 2023, je vais revenir, pour penser l'écologie et pour penser ces Jeux. C'est-à-dire que 2023, c'est la réforme des retraites. C'est extrêmement de choses, c'est les hôpitaux en ruine et toujours en ruine, c'est une hyper-sécurisation, la mise en place de la vidéosurveillance et de l'algorithmique, etc. Enfin, c'est énormément de choses qui font que, ok, vous nous demandez de prendre des gourdes et vous réduisez les déchets, mais si à côté vous expulsez les SDF qui sont dans les rues, si vous faites du nettoyage, tout ça, on ne peut pas penser l'écologie que dans le cadre de la réduction des déchets ou même de la réflexion de la nature, quoi, et de la réduction des émissions carbone. Il faut penser ça de manière beaucoup plus large, de manière intersectionnelle du coup, et du coup de faire du lien entre notre fédération et des milieux différents qui en fait prônent les mêmes valeurs. Et donc aujourd'hui, non, oui, moi je pense que les JO 2024 ont été extrêmement problématiques sur la sécurité, sur la manière dont on a géré, enfin dont je dis on, certainement pas moi, mais dont le gouvernement a géré un certain nombre de sujets. Et les JO 2030, on va peut-être y venir un peu plus profondément, mais en effet, comme si rien n'avait été appris, rien n'avait été poursuivi, et il n'y a aucune réflexion profonde sur ce que produisent ces JO. Alors c'est la frontière franco-italienne, les JO 2030, c'est tout un état d'enjeux sociaux extrêmement importants. Et donc aujourd'hui, il n'y a rien qui est vraiment pensé dans ce sens-là. Donc c'est difficile de trouver des bons points, moi je trouve, sur des événements aussi énormes, et même en vrai d'un point de vue écologique, parce qu'il y a un déplacement de population énorme, de personnes très souvent très privilégiées qui peuvent se payer les tickets, qui peuvent venir voir des sports d'hiver et les pratiquer. Enfin, c'est une réflexion qui
qui en fait exclut énormément de personnes, quoi. Donc voilà, moi je pense que la FSGT a un rôle à jouer pour proposer autre chose, pour montrer ce qu'elle fait et ce qu'elle propose pour la population en général, pour ses licenciés, mais en fait pour tout le monde, et pour avoir un contre-discours sur ce qui est montré aujourd'hui, parce que c'est pas un exemple pour moi. En effet, on va revenir après sur les Jeux de 2030. Clotilde, tu voulais réagir ? Oui, parce qu'en fait, tu touches un point qui me paraît essentiel et qui, en tout cas, moi, me fascine toujours quand je regarde le mouvement sportif dans sa globalité. C'est-à-dire que c'est vrai que souvent, quand on s'interroge sur les Jeux, on va s'interroger sur l'impact global des Jeux. On va penser l'événement sportif. Mais on ne se repose jamais la question de, en fait, quelle était la vision, à quoi ces Jeux devaient servir d'un point de vue sur la société, en fait. On a eu cette occasion d'organiser cet événement. On a eu, on va dire, une carte bancaire pour faire plein d'infrastructures. Mais quelle était la vision pour... pour la population dans sa globalité. Et on parle souvent de cette notion d'héritage. L'héritage qui d'ailleurs est un peu devenu la manière de légitimer le fait qu'on organise encore des grands événements comme ceci, comme cela, pour justement dire il va y avoir des héritages, etc. Mais en fait, l'héritage, c'est pas que l'héritage sportif. C'est pas en fait que le nombre d'augmentation de licenciés dans les clubs. C'est tout ce que tu as évoqué, à savoir des lois de plus en plus liberticides parce que les Jeux ont servi pour passer ces lois-là sur la question de la surveillance, sur la question, et ça vraiment la CNIL, qui est quand même l'organe qui un petit peu gouverne, en tout cas regarde un petit peu tout ce qui se passe. Il y a eu des alertes sur la manière dont les Jeux ont permis des dérapages sur en fait le gouvernement, c'était Darmanin à l'époque, ministre de l'Intérieur, qui ont utilisé cette occasion pour renforcer en fait cette politique très sécuritaire qu'on voit et qui prend de plus en plus d'espace. Et nous, sur Vent debout, on a fait une interview sur le nettoyage social que tu évoquais également avec Paul Aolosi, qui était le porte-parole du Revers de la médaille, donc le collectif qui a fait le plus de bruit pour dénoncer en fait. Et il le dit très bien, en fait, ces Jeux-là, on pensait qu'ils pouvaient être l'occasion d'enfin aborder les questions sociales, de permettre à des gens d'avoir des conditions de vie, d'habilité, de vie bien meilleures. Et en fait, ça a été tout le contraire. On a fait du nettoyage social. Voilà. Et ça, moi, en tout cas, ce qui me rassure, c'est que eux, le Revers de la médaille, par exemple, ont fait un documentaire, ont documenté tout ce qu'ils ont fait et ils sont en train de le passer pour s'assurer que les prochaines villes hôtes puissent apprendre de ce que leur mouvement a mis en place et puissent être encore plus performatifs. Et on rappelle que la prochaine ville hôte, c'est Los Angeles. Et donc, nous sommes aux États-Unis de Donald Trump. Voilà. On compte. Je t'en prie, vas-y. C'est pour revenir un peu sur les questions de... Parce que tu as dit le mot dérapage pour c'est les questions de loi, qu'en effet liberticide. Moi, je veux juste le remercier, pas pour te re-questionner, mais parce que je pense que tu penses la même chose, mais que c'est un vrai projet de société. Et je pense que, évidemment, c'est pas des dérapages, quoi. C'est quelque chose qui conscientise complètement et qui met en place dans une volonté de, en effet, réduire les libertés, de mettre plus de, entre guillemets, sécurité, c'est-à-dire de réduire des lois liberticides, en effet, comme tu l'as dit, qui empêchent les personnes de se déplacer librement, qui empêchent la liberté des Français, tout simplement. Et donc, il faut faire attention à croire qu'en effet, les JOP ne sont pas et ne seront pas des vecteurs de progressisme et aujourd'hui, le constat il est assez terrible en fait sur ce que produisent ces grands événements d'un point de vue social, économique et écologique. Mais voilà, je voulais juste revenir là-dessus, tout en sachant que tu es assez d'accord. C'est aussi un grand rendez-vous universel sur lequel on peut travailler les enjeux de paix aussi. Il y a peut-être un enjeu de repenser des alternatives. Mais complètement. Et c'est là où, pour moi, c'est ça qui me fascine, en fait. C'est que moi, j'aimerais que, justement, le mouvement sportif arrête de se focaliser sur les Jeux de 2030, en quoi ils vont aider le sport et le mouvement sportif. Non, en fait, en quoi ils vont aider la société, en quoi ils vont nous aider à construire une vision différente, et que ça soit national ou international, justement parce que les Jeux pourraient avoir cette puissance-là. Et donc, ça ne veut pas dire que ça n'a jamais été fait, mais en tout cas, il y a tout à construire. Et d'une certaine manière, pour le moment, les Jeux de 2030 sont confirmés. C'est vrai que vu tous les rebondissements politiques, on pourrait encore avoir de nouvelles surprises. Mais bon, on a quand même plutôt le sentiment que pour le moment, on y va. Il n'est pas trop tard. Malheureusement, c'est vrai que dans le contexte politique dans lequel on est aujourd'hui, personnellement, j'y crois pas.
J'y crois pas parce que je vois pas comment, avec la politique qui est portée aujourd'hui au niveau du gouvernement et les instances sportives qui suivent et qui ne se remettent pas en question sur cette question de quel doit être le rôle du sport et de ces grands événements en fait, qui nous rassemblent tous et qui nous concernent tous. Voilà, en tout cas, on ne fait pas ce cheminement-là encore. Parole en jeu, le podcast du sport populaire. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux.